Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde. Donc, comme Frédéric dirait avant de débuter, je vais juste faire un petit mot là, pour remercier la direction de l'ETS de nous permettre d'organiser, de tenir des événements qui sont aussi intéressants comme celui d'aujourd'hui. Le service des communications aussi, des événements pour leur soutien. Et nos contributeurs et collaborateurs, le Santec et le service aux diplômés et à la philanthropie de l'ETS. Donc, merci à vous là, pour avoir rendu ça possible. Aussi, la table ronde dans le cadre de l'exposition que Frédéric va présenter tantôt, Trajectoire des femmes en STEM, c'est organisé par le service des enseignements généraux et plus particulièrement Marlène, qui sont maîtres d'enseignement en physique et chimie. Donc, merci de travailler aussi fort pour cette expo. Et aussi par la bibliothèque de l'ETS et plus spécifiquement dans l'équipe Frédéric là, qui discutait tantôt et qui va être l'autre. Donc, Frédéric Duval qui est bibliothécaire. Donc, je voulais seulement prendre un petit mot là, pour remercier les filles pour tout le travail qu'elles ont fait, un travail très, très fort sur l'organisation de toutes les activités entourant justement l'exposition et l'exposition en soi. Donc, je cède la parole à Frédéric. Bien, merci beaucoup, Vicky, Merci. pour ces mots. Donc, comme on disait, l'événement d'aujourd'hui, en fait, c'est le premier d'une série de 3 événements qu'on fait cet hiver, tout simplement pour commencer à discuter avec le public de ces enjeux-là, en fait, et pour nourrir l'exposition qu'on prépare à l'automne 2021. Donc, l'exposition en question, elle va s'appeler « Et plus, trajectoire des femmes en STEM ». Puis c'est vraiment une exposition qu'on monte collectivement avec des collaborateurs internes, externes, pour vraiment mettre en lumière les réalités, les enjeux des femmes qui évoluent en STEM et pour en discuter là, publiquement avec la communauté de l'ETS, mais aussi à l'extérieur. Donc, vraiment, 3 événements cet hiver là, qui nous aident à tabler le projet. Puis, ben là, aujourd'hui, on est le 11 février, Journée internationale des femmes et des filles de sciences, donc vraiment une journée symbolique. Puis, pour ça, en fait, on voulait ouvrir le bal avec une belle table ronde d'aujourd'hui. Donc, table ronde qui va vraiment s'intéresser à la réalité des femmes qui évoluent dans la sphère entrepreneuriale des STEM. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on va mettre nos projecteurs aujourd'hui. Puis, on est vraiment très chanceuse d'avoir 4 beaux et belles invités qui vont nous partager leurs expériences, leur vécu, leur note de parcours un peu sur leur réalité. Et on a en fait à l'animation et à la coordination de tout ça, Chloé Frelon qui est avec nous. Donc, merci à vous 5 pour tout ça. Donc, avant de passer le relais à Chloé et qu'on y aille avec la présentation plus détaillée des invités, je voulais simplement présenter Chloé. Donc, Chloé Frelon est conférencière, chroniqueuse techno et fondatrice d'URL, un cabinet conseil en équité, diversité et inclusion spécialisé dans l'industrie technologique. Donc, vraiment, on est entre bonnes mains pour l'heure qui suit. Et dernier rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage. Là, on est vraiment là pour faire ça de façon interactive. Donc, je me tais et on vous écoute. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde. Je vais commencer en vous donnant un chiffre, enfin plutôt 2 chiffres. Une étude de 2017 de l'organisme Move the Dial, un organisme canadien, qui nous expliquait que les compagnies technologiques qui ont une fondatrice et un fondateur représentent 13% de l'ensemble des entreprises technologiques au pays. Lorsqu'on parle des entreprises qui sont uniquement fondées par des femmes, qui ont une femme à la tête, les entreprises technologiques, le chiffre descend à 5%. Les panélistes aujourd'hui vont vous faire part de leur expérience, de leur vécu et également les solutions qu'ils envisagent pour faire face à cette sous-représentation. Je vous les présente. On commence d'abord avec Caroline Laberge, qui est présidente de Berlois Construction, donc une entreprise de construction qui réalise des projets de construction et d'aménagement, cliniques spécialisées, bureaux et locaux commerciaux. On a également Dorothy Rowe, qui est présidente et cofondatrice de Audace au féminin, qui est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, qui a pour but de contribuer à l'émancipation et l'autonomisation sociale et économique des femmes noires. Vous la connaissez peut-être à travers l'événement annuel qu'ils organisent, qui est le Salon international de la femme noire.
On a également Jennifer Evans, qui est présidente et fondatrice de CanScan, qui est une start-up technologique qui utilise l'intelligence artificielle afin d'inspecter les containers dans l'industrie maritime. Et enfin, Noah Redler, qui est président et fondateur de Arch Innovation, Re-Innovate et Smart City Experience. Arch Innovation collabore avec des entreprises et des gouvernements pour créer des écosystèmes d'innovation et promouvoir les meilleures pratiques en utilisant l'innovation ouverte. Donc, vous le devinez, à travers les courtes présentations que j'ai faites, on a que des entrepreneurs, en fait. Et je pense que c'est important qu'on commence par ça. Je voudrais vous entendre sur comment êtes-vous devenu entrepreneur. Et je vais lancer la balle à Jennifer, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment excitant. Honnêtement, devenir entrepreneur, pour moi, c'était parce que je voulais résoudre un problème. J'ai fait carrière dans le domaine du transport maritime. C'est un domaine très vieux jeu. Et après à peu près 3-4 ans de travail, j'ai réalisé qu'il y avait tellement des problèmes qu'on pouvait venir résoudre, mais qu'il n'y a personne qui le faisait, puis je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, mais moi, je serais capable de résoudre ce problème. Donc, j'ai commencé une entreprise pour résoudre un problème. Et honnêtement, j'avoue entièrement que j'étais extrêmement naïve quand j'ai commencé parce que je pensais que j'allais tout simplement résoudre un problème et je n'ai pas réalisé que j'étais en train de bâtir une compagnie puis qu'il y avait beaucoup plus que juste la problématique. Je vais en parler plus tard, mais c'est vraiment pour ça que je suis devenue entrepreneur. C'était pour résoudre un problème. Merci. Dorothy, je te cède la parole. Régler un problème, je pense que c'est pas mal au cœur de Audace au féminin. Oui. Ben, écoute, moi, je dirais que c'est l'entrepreneuriat qui est venu me chercher parce que moi, j'avoue, j'ai un parcours aussi atypique. J'avais une vie tranquille. J'étais dans l'humour avant ça. Et puis, comme je suis née ici au Québec, bon, c'est sûr que la diversité, ça a toujours été un enjeu pour moi depuis que je suis jeune et aussi de voir cette absence-là dans toutes les sphères. Et il m'est arrivé une frustration en 2016 où je me suis présentée à un magasin et il n'y avait pas de produits cosmétiques pour les personnes de couleur, les femmes de couleur. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le verre. Et ce que j'ai fait, j'ai transformé cette frustration en un événement, à une plateforme qui est le Salon international de la femme noire. Et le Salon international de la femme noire, quand on a vu le succès, ben, on s'est dit comme ça qu'il y avait un enjeu beaucoup plus important que de faire un événement annuel. Donc, l'Audace au féminin, qui est l'OBNL, est venue au monde parce qu'on veut vraiment mettre en lumière des femmes noires qui brillent dans l'ombre et ce, dans toutes les sphères et toujours dans une démarche inclusive. Merci, Dorothy. Noah, raconte-nous Arch Innovation, s'il te plaît. En fait, Arch Innovation avait commencé quand j'étais en train de travailler pour mon ancienne patronne, Nathalie Volant, pour développer un projet pour les startups dans son projet immobilier. Et ça allait assez bien, mais pas assez rapidement. Et un jour, Nathalie vient vers moi pour dire que Noah, j'aimerais continuer à travailler avec toi, mais pas à temps plein. Alors, je vous mets à la porte, mais si vous lancez votre entreprise demain, je deviens votre premier client. Alors, c'est la vraie histoire de pourquoi j'ai lancé et quand j'ai lancé Arch Innovation. Et ça a juste continué après ça. C'est très cool. Caroline? Dans mon cas, je travaillais pour un entrepreneur. J'étais bien avec cet entrepreneur-là, c'était vraiment bien, mais j'ai décidé d'offrir un service un petit peu plus personnalisé. Donc, il y a 13 ans, j'ai lancé ça dans mon sous-sol parce que je voulais accompagner mes clients vraiment du début à la fin, chose qu'on ne faisait pas. On n'allait pas dans les plans, puis on ne l'aidait pas à s'installer dans ses bureaux. On faisait vraiment la job d'entrepreneur général. Donc, moi, je voulais juste élargir et être là vraiment à fond avec les clients dans leurs travaux de construction. Merci. Plongeons-nous donc dans l'entrepreneuriat au féminin. Jennifer, j'aimerais ça t'entendre, s'il te plaît, sur les enjeux que toi, tu as identifiés autour de toi. Donc, toi, tu es à cheval un peu dans deux domaines, là, le transport maritime et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un aperçu des obstacles auxquels les femmes font face dans ces domaines-là? Ah oui, certainement.
Je pense que c'est toi qui as dit, Chloé, qu'il y avait 5% de femmes fondatrices en compagnie technologique, n'est-ce pas? Mais au maritime, c'est encore moins que ça. Il y a beaucoup moins de femmes que 5%. Ça, c'est vraiment typique, hein? C'est un domaine extrêmement masculin. Ça va de mieux en mieux, il faut dire, mais ça reste que c'est extrêmement masculin. Mais je vous dirais que, puis je dis ça souvent aux femmes qui s'intéressent à ce domaine-là, il ne faut pas penser au fait que c'est masculin. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de problématiques, c'est tellement un beau domaine qu'il ne faut vraiment pas mettre le focus sur le fait qu'on est une femme dans un secteur masculin. Moi, personnellement, je peux vous dire que c'est vrai que oui, il y en a qui sont un peu moins prêts à adopter les femmes dans l'industrie, mais c'est vraiment, je vous dirais, les personnes un petit peu plus âgées, qui sont proches de la retraite. Je vous dirais que les nouvelles générations dans l'industrie, en général, ils s'en foutent que vous soyez une femme ou un homme, aussi longtemps que vous avez des bonnes idées, vous pouvez contribuer, puis vous pouvez leur sauver de l'argent. C'est tout ce qui est important. Si on est capable de sauver de l'argent à notre client, le reste, c'est vraiment pas super important. J'ai combiné, comme tu as dit, Chloé, deux choses, la technologie d'intelligence artificielle, la vision numérique, avec un domaine qui est très, très vieux jeu, le transport maritime. En fait, c'est un des domaines les plus vieux jeux au monde. C'était vraiment ambitieux. J'avoue ça maintenant, là, en pensant en arrière, je suis comme, wow, j'ai peut-être pas vraiment réfléchi à ce que je faisais quand j'ai commencé, mais ce qui est fun, c'est que ça a fonctionné. On a été capable d'adapter une technologie qui est vraiment, ce qu'on dit cutting edge, là, vraiment quand même assez nouveau, pour que ça soit adopté facilement par l'industrie maritime. Puis c'est ce que je dirais à n'importe quelle personne qui veut devenir entrepreneur, il faut toujours penser du côté du client. En anglais, on appelle ça change management. En français, je ne suis pas sûre c'est quoi l'équivalent, mais c'est important de considérer comment est-ce qu'ils font les choses actuellement. Puis, quand tu vas implémenter ta technologie ou ton processus, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'ils sont prêts à adopter ce changement? C'est vraiment des choses à considérer. Puis chez nous, c'est vraiment l'approche qu'on a prise. On a dit, on va réutiliser toutes vos infrastructures, on va réutiliser tous les systèmes que vous utilisez actuellement. Il n'y a pas grand-chose à changer. La seule chose, c'est qu'on va automatiser tout en arrière-plan. Donc, on vient appuyer le personnel, on ne vient pas les remplacer, on vient les assister pour que ça aille plus vite, de manière plus efficace. Alors, c'est ça ce qu'on a développé. J'entends à travers ce que tu dis que tu as mis des œillères, la tête dans le guidon, puis tu t'es juste dit on va travailler, puis on va approcher le marché avec les enjeux qu'ils ont, puis comment on va pouvoir les résoudre finalement. Oui, toujours sur la problématique puis la perspective du client. Caroline, est-ce que quand tu as lancé ton entreprise, tu t'es posé des questions sur le fait d'être appartenant à un groupe minoritaire dans l'industrie? Est-ce que c'est des enjeux que tu avais en arrière la tête quand tu as commencé? Non, dans mon cas, c'est par passion que j'ai décidé d'aller dans la construction. Puis, je n'avais pas fait le lien que j'étais une femme dans la construction, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'affectait. Je le savais, mais c'était comme pas ça qui allait m'arrêter. Un peu comme Jennifer, et je pense que quand on est une femme, qu'on va aller dans quelque chose qu'on aime, il n'y a rien pour nous arrêter. Puis, il ne faut pas mettre le focus là-dessus. Je trouvais ça vraiment important. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait naturellement, là, sans me casser la tête. Je suis rentrée les deux pieds dedans. On veut évidemment pas penser qu'il y a des obstacles qui existent pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, mais la réalité fait que, en fait, oui, et Dorothy, puis particulièrement, encore plus pour des femmes de couleur. Et puis ça, c'est le sujet que c'est un peu ton cheval de bataille. Tout à fait, tout à fait. Puis je trouvais ça intéressant ce que disait Jennifer et puis Caroline quand elle disait comme ça que, bon, à la limite, on s'en fout si vous êtes une femme. Ce qu'on veut, c'est vraiment que si vous apportez une solution au problème. Moi, j'aimerais ça aussi dire comme ça que j'ai jamais pensé que ma couleur pourrait être un frein dans ce que je fais. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Bien que je me lève pas le matin puis en pensant que faut pas que j'oublie que je suis noire. Non, je le sais. Ça n'a jamais été. Je me considère comme une femme bien dans sa peau qui pense pas à ça constamment, mais
quand je fais face à des clients, quand je fais face à un milieu corporatif, on me rappelle indirectement que je suis différente et que je n'ai pas les mêmes opportunités qu'une Jennifer, qu'une Caroline ou bien un Noah. Donc, ce sont des réalités qui existent pour les femmes noires, mais aussi pour les femmes racisées et autochtones. Donc, on se heurte à plusieurs choses et c'est sûr qu'on va en parler un peu plus, mais malheureusement, j'aimerais aussi pouvoir dire comme ça que je me lance. Puis je pense que déjà, le premier élan, je pense, de tout entrepreneur racisé, on se lance sans nécessairement penser à sa couleur, sa religion, sa race. On ne pense pas à ça. Mais c'est qu'on se heurte à des obstacles, à des barrières systémiques qui nous rappellent que, ah, c'est vrai, j'ai pas le même nom. J'ai pas le même nom que tout le monde. J'ai la peau différente. Je suis musulmane ou bien juive. Donc, c'est des choses qui nous rappellent qu'il y a une différence. Et on va en parler un peu plus. Je ne veux pas monopoliser ce sujet, mais j'aimerais avoir ce réflexe-là. Le parallèle que je peux faire, c'est un peu avec le profilage racial au niveau de la police. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre que ce sont des choses que nous, on vit constamment, de se faire intercepter pour peu de raisons. Et quand je rencontre des gens qui me disent jamais ils ont été interceptés par la police. Donc, pourquoi moi plus qu'une autre? Évidemment, encore une fois, ça nous ramène à la couleur de peau ou bien la différence quand on est une personne racisée. Et tu as tout à fait raison de rappeler ça, d'autant plus que en introduction, je parlais du 5% de femmes fondatrices d'entreprises technologiques au pays. J'aurais bien voulu donner des chiffres sur le nombre de femmes noires qui ont fondé des entreprises technologiques au pays, le nombre de femmes en situation de handicap, issues de communautés autochtones. J'aurais bien voulu, mais il n'y en a pas en fait des chiffres. Et puis ça, c'est vraiment un enjeu, le manque de données, n'est-ce pas, Dorothy? Tout à fait. C'est un enjeu très important. Et c'est uniquement cette année, hein, malheureusement, je suis obligée de le dire, tout le monde le sait, c'est vraiment après l'événement de George Floyd que là, on commence à avoir une prise de conscience collective à travers le pays, mais aussi même à l'échelle internationale. Puis oui, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données dans toutes les sphères, en santé, en justice, en éducation, sur les personnes racisées et sur les personnes autochtones. Donc, ce qui fait que des fois, on n'a pas des programmes qui sont bien appliqués pour les groupes. On a besoin de données ventilées parce que souvent, les personnes racisées, on les met dans le même lot, de groupes minoritaires visibles. Mais dans ce groupe-là, par exemple, les Asiatiques ne vont pas vivre les mêmes réalités ou bien les mêmes obstacles que, par exemple, les personnes noires ou les personnes maghrébines. Donc, c'est là que les études deviennent très importantes. Et cette année, avec le gouvernement fédéral, ils ont mis en place un programme, une subvention où les communautés noires pouvaient appliquer Carrefour du savoir et où on donne jusqu'à 5 millions de subventions pour faire des études au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, sur 4 ans. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est uniquement cette année et c'est une bonne chose parce que le fait que le gouvernement donne ce son de cloche-là, ben, c'est sûr que les autres vont commencer à se dire, OK, ça nous prend des études, même aussi à l'intérieur de notre entreprise. Qui occupe des postes décisionnels? Qui reçoit des promotions? Est-ce que c'est toujours le même bassin de personnes qu'on cible? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour favoriser une plus grande inclusion à l'intérieur de l'entreprise ou même à l'intérieur de l'écosystème entrepreneurial? Donc, les données sont archi importantes et importantes. Et ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça a pris un mort d'homme pour... en fait, c'est pas mort d'homme, je dirais. Ça a pris 8 minutes et 47 secondes, 43 secondes pour que les gens puissent comprendre qu'il y a tout ça qui est en jeu et c'est important. Noam, je vais t'adresser ma prochaine question. Clairement, on voit les chiffres ne mentent pas. Il y a une sous-représentation et on sait très bien que ce n'est pas par manque de talent ni par manque d'intelligence. Donc il y a clairement des obstacles finalement. J'aimerais croire qu'on est quand même des gens bien intentionnés. Alors, comment ça se fait qu'on se retrouve dans une telle situation? Qu'est-ce qui nous a amené à avoir si peu de diversité en technologie? Pas une question facile et je ne prétends pas d'avoir toutes les réponses. Je sais que
la situation a beaucoup amélioré dans les dernières 10-15 ans. Mais si on regarde tous les facteurs, il y a sûrement beaucoup. Mais pour moi, il y a 3 facteurs principaux qui continuent à contribuer à cette réalité. Une, c'est la réalité historique et sociale. Il n'y a pas de secret que ça existe depuis très longtemps, des milliers d'années, des sociétés trop patriarcales. C'est quelque chose qu'on voit dans notre histoire et en réalité, c'est un péché aussi vieux que le temps. C'est quelque chose qui existe dans notre histoire et nous sommes toujours en train de réparer les cicatrices de tout ça. Et on s'en trouve à avoir beaucoup de progrès, mais quand même beaucoup de chemin à faire. Et de voir qu'on est toujours dans l'ère des premières femmes vice-présidents aux États-Unis, premières femmes au Super Bowl, on est toujours dans cette réalité mondiale. Alors, même s'il y a des talents et même s'il y a beaucoup qui s'est amélioré, cette mentalité existe dans la société at large. Et même si on est très avancé dans les pays occidentaux, dans notre façon de penser, il y a des places à travers le monde qui sont vraiment toujours très derrière dans leur façon de penser. Deuxièmement, il y a le progrès dans le nombre de diplômés. C'est une question de statistique aussi. Dans l'année 1991, il n'y avait que 8% des femmes qui avaient un diplôme dans les STEM. Maintenant, ce chiffre est plus vers 36%. Et on voit le changement dans tous les milieux de travail qu'avec avec plus de femmes diplômées dans les STEM, déjà, ils trouvent des emplois. Il y a un déficit dans tous les main-d'œuvre dans les technologies. Alors, dès qu'il y a une opportunité, c'est rempli par non seulement une femme, mais tout le monde qui a les compétences pour le faire. Et avec la progression de plus de personnes en général, mais aussi plus de femmes éduquées dans le STEM, ça a contribué beaucoup. Mais on a beaucoup de chemin à faire. Mais le facteur le plus important et le plus triste, je pense, il faut dire que il y a quand même beaucoup d'environnements très toxiques dans les milieux de travail. Des environnements qui ne sont pas très habiles pour accueillir des femmes, qui créent des environnements qui sont difficiles, agressifs. Et ça, c'est une réalité et quelque chose qui doit être abordé, où on doit créer. Honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses, mais des programmes qui adressent cette situation pour être capable de changer la situation dans ces environnements très toxiques. Mais aussi, je veux juste raconter l'histoire d'un entrepreneur que je connais qui a une entreprise technologique et pas par fait exprès, il avait commencé à embaucher son équipe et il s'est arrivé à avoir une équipe de 10 personnes, 100% hommes. Et un moment, il s'est arrivé, il dit, regarde, j'ai une candidate incroyable, j'aimerais l'inclure dans l'équipe, mais j'ai une vraie inquiétude de comment ça va changer la culture chez nous, si les hommes chez nous vont être confortables à avoir une femme sur l'équipe. Et lui, il voulait faire, mais il ne savait pas comment l'intégrer dans l'équipe. Et on s'est dit, regarde, il faut juste, ce que je lui ai dit, c'est, il ne faut pas être peur de ces questions, il faut juste pousser et les gens vont s'adapter. Ce n'est pas juste une question que les gars veulent continuer à péter au bureau. Il faut s'adapter, s'ajuster. Et si toi, tu es le patron et si tu l'embauches, elle va être intégrée dans l'équipe et ça va aller et ça va juste prendre un peu d'effort. Alors, ce n'est peut-être pas les meilleures réponses, ce n'est pas une réponse complète, mais voilà une petite perspective de mon point de vue. Merci Nora. Quand tu as parlé de la toxicité au milieu du travail, là, et j'ai vu tellement de visages qui hochaient de la tête, et puis Daniela nous dit dans les commentaires qu'elle te remercie d'avoir prononcé ces mots-là. Je pense que c'est définitivement quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, qui a un impact sur la sous-représentation des femmes. Et comme tu le disais si bien, il faut faire consciemment un effort finalement. Si on laisse organiquement les choses se passer, on va continuer à avoir cette sous-représentation qui va se perpétuer. Donc, il faut mentalement se dire, je prends une décision aujourd'hui, cette décision est de diversifier ma main-d'œuvre, rendre ma culture plus inclusive.
Et Caroline, je sais que toi, tu as une majorité de femmes dans ton entreprise de construction. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que tu es partie avec cette volonté d'avoir particulièrement des femmes? Dans le fond, au départ, quand j'ai créé mon entreprise, moi, je me disais que je pensais pas pouvoir travailler avec des femmes. Moi, je travaillais tout le temps avec des hommes chez mon employeur, entrepreneur général avant, c'était tous des hommes. Puis, je me suis pas dit, je vais engager des femmes. Mais je me suis rendu compte, quand les candidats arrivaient, que là, il y avait un potentiel d'avoir des femmes dans mon équipe qui soient équivalents au niveau des connaissances, au niveau de ce que j'avais besoin, dans le fond, avec un homme. Puis, naturellement, j'ai commencé à engager une femme, une deuxième, une troisième, puis c'est arrivé un jour qu'on était 5 femmes, un homme. C'était vraiment spécial. L'homme, c'était le surintendant de chantier, puis les femmes, c'était les chargées de projet, puis naturellement, coordonnatrice de bureau et administration. Et puis, présentement, la représentation, c'est 4 femmes, 2 hommes. On est une petite entreprise. Puis les hommes, ben, ils me demandent tout le temps de travailler à la parité vers le haut pour qu'il y ait plus d'hommes dans l'entreprise. C'est vraiment drôle. Mais c'était pas conscient, mais je pense que ça s'est fait parce que je me suis rendu compte qu'il y avait que je trouvais des gens avec qui il y avait je cherche le nom en français, mais un bon fit, une belle connexion, parce que c'est ça que je cherche quand j'engage. Puis, je le trouve autant chez l'homme que chez la femme, mais peut-être que j'ai un biais favorable pour engager la femme aussi. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une parité tout le temps dans une équipe. Puis, ma gang aime bien ça. Aime beaucoup souvent, je me dis, j'étais voir un client dernièrement, puis il me dit, hey, c'est la première fois que je vais travailler avec une femme entrepreneur. Puis ça me tente, ça faisait longtemps que je cherchais ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis contente de pouvoir faire la différence. Puis, j'aimerais ça avoir plus de CV de femmes. J'ai fait beaucoup de demandes dernièrement. J'ai passé par des réseaux comme Kijiji parce que j'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre sur les chantiers. Je cherche des menuisiers. J'aimerais bien ça avoir des menuisières, j'en ai pas. Je cherche encore des chargés de projet. Puis j'aimerais savoir plus de candidats femmes. Fait que je peux lancer ça dans l'univers, que j'aimerais ça avoir plus de candidats féminins, mais peut-être que, il y en a beaucoup qui travaillent déjà aussi. Mais je sais qu'il y en a des surintendants femmes, mais il n'y en a tellement pas beaucoup que si elles sont bien ou si elles sont, elles ne quitteront pas. Là. Fait que c'est encore une question de pourcentage de disponibilité de main-d'œuvre, mais j'ai la chance d'avoir une belle équipe, là, d'avoir 4 femmes autour de moi que j'adore. Jennifer, toi qui es à l'intersection de 2 domaines à très grande majorité masculine, comment ça se passe ton recrutement? Est-ce que tu arrives à trouver la main-d'œuvre que tu veux puis une main-d'œuvre diversifiée? Très bonne question. Je suis très contente parce que dans mon équipe, j'ai à peu près 50-50, femmes-hommes. Puis c'était ça mon objectif. Puis pour que ça soit 50-50, oui, j'ai mis beaucoup, beaucoup de focus sur l'embauche de femmes. Il a fallu que je passe beaucoup, beaucoup de temps à aller les chercher. Il y en a beaucoup qui n'appliquent pas au poste. Ils pensent qu'ils ne sont pas qualifiés pour les positions. Souvent, ils regardent ce que je mets dans mes annonces et ils disent « Ah, je n'ai pas la moitié de ces choses-là. » Puis c'est moi qu'il faut que j'aille les chercher. Je vais faire du headhunting sur LinkedIn. Je demande à mes réseaux, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a de l'intérêt en intelligence artificielle? Même pas besoin d'avoir une éducation là-dedans. Est-ce que vous avez de l'intérêt? Si oui, on peut vous aider à vous développer à l'interne. Moi, je suis super contente parce que j'ai une collègue qui travaille avec moi, Dr. Diane Sadi. Elle est formidable. Elle est physicienne. Elle s'occupe du département d'intelligence artificielle chez nous. Et une de sa perspective, puis on a ça en commun, c'est souvent les femmes sont trop humbles. Quand ils vont appliquer pour des postes. Ils sont timides, un peu plus timides, je dirais, que les hommes. Et donc, en général, ça, c'est ce qu'on a vu en général chez nous. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient les encourager. On va les chercher, puis on peut même les faire entrer dans des postes un peu plus junior,
pour les former pour que dans un an de temps, on soit capable de les mettre dans le poste qu'ils voulaient ou le poste qu'on cherchait. Donc, il faut qu'on mette du temps, il faut qu'on mette de l'effort à aller les chercher et 2, les encourager et 3, s'ils ne sont pas rendus au niveau qu'on a besoin, il faut qu'on les forme. Il faut vraiment mettre le temps pour les former. Puis, même chose aussi pour le côté des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'appliquent pas pour des postes qui sont typiquement féminins, comme, je dirais, ressources humaines, des choses comme ça. Puis moi, je trouve que c'est super important embaucher des hommes dans des postes qui sont traditionnellement féminins, puis des femmes dans des postes qui sont traditionnellement masculins. Ça donne tellement des perspectives intéressantes, puis avoir des backgrounds complètement variés. Puis je ne parle pas seulement socioculturel, je parle quelqu'un qui a travaillé dans toutes sortes de domaines qui ont honnêtement pas rapport à la logistique portuaire ou l'intelligence artificielle. Ils ont toutes sortes de perspectives qu'on n'a jamais considérées. On a même été capable de créer un produit à l'aide d'artistes visuels que j'aurais jamais pensé à inclure dans mon roadmap de développement d'intelligence artificielle. Puis c'est grâce à eux qu'on était capable de créer quelque chose de vraiment formidable. Alors, la diversité, tu sais, Dorothée en parlait, là, mais la diversité, c'est absolument essentiel pour une compagnie, pour une communauté et pour développer un produit. Si on n'a pas la diversité dans toutes les directions, tu vas développer un produit pour une partie du marché, puis pas tout le marché, pas tous les utilisateurs. Il faut représenter le monde. Oui, la diversité est égale innovation, c'est clair et net. Dorothy, j'aimerais ça qu'on parle d'un terme et d'un concept super important qui est l'intersectionnalité. Comme ça, je vais englober également la question de Daniela dans le clavardage qui est, Dorothy, pourriez-vous développer un peu plus sur les émotions par rapport aux barrières qu'une personne racisée peut vivre? Fait que je pense que c'est une bonne tangente que tu pourrais prendre pour nous expliquer l'intersectionnalité puis les conséquences négatives que ça peut avoir. Oui, écoutez, l'intersectionnalité, c'est une combinaison d'oppressions que des groupes racisés vont vivre, comme par exemple, une femme noire va vivre le sexisme. En fait, comme tout le monde, on va vivre le sexisme, mais en plus, elle va vivre le racisme. Il y a des femmes musulmanes, elles vont vivre tout ce qui est la discrimination face à la religion. Donc, c'est vraiment un concept, là, c'est vraiment l'intersection de toutes les oppressions qu'une personne peut vivre. Et ça, c'est un concept qui a été développé par une femme noire, qui est Kimberly Crenshaw, je crois, son nom de famille. Et donc maintenant, de plus en plus, on en parle. Ça fait quand même quelques années que ce concept-là est sorti, mais là, on en parle un peu plus. Et je trouve ça intéressant parce que hier, j'avais justement une conférence où on parlait de la parité, mais aussi de l'inclusion, convergence nécessaire. Donc, on parle beaucoup de parité. Et lorsqu'on applique la parité dans son milieu d'environnement, ben, on réalise encore une fois qu'il y a un groupe qui, des fois, est oublié. Donc, souvent, ce sont des groupes issus des communautés culturelles. Et Jennifer l'a très bien mentionné tantôt, il y a des avantages lorsqu'on s'assure qu'on a une équipe diversifiée, non seulement au niveau socioculturel, mais aussi au niveau des compétences, je veux dire, un parcours complètement différent qui n'est pas nécessairement dans l'intelligence artificielle ou la construction, par exemple. Et les statistiques le démontrent vraiment que lorsque des compagnies s'assurent que la diversité est présente, ben, elles performent encore mieux. Donc, elles arrivent avec beaucoup plus d'idées et d'innovations sur la table. Maintenant, pour répondre à la question de Daniela, si je comprends bien, c'est quelles sont les émotions? Pourrais-tu me dire quelles sont les émotions que vivent les personnes racisées? Oui, pardon, je vais paraphraser là parce que je l'ai plus sous les yeux, mais oui, quels sont les impacts, je pense, émotionnels pour les personnes racisées? Ben, c'est sûr que ce sont des impacts qui, déjà là, lorsqu'on est une femme, encore une fois, vous l'avez mentionné, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop appliquer, on n'ose pas trop parler, on n'ose pas trop prendre sa place. On a aussi le syndrome de l'imposteur qui est commun pour tout le monde.
Mais lorsqu'on est aussi une personne racisée, ben, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est parce que je suis différente? Est-ce que c'est parce que je suis noire que je n'ai pas tel poste? Ou bien que je ne suis pas invitée à des décisions au niveau de l'entreprise? Que je n'ai pas pu avoir ce local-là quand j'ai été frappée à la porte? Donc, ça vient jouer sur notre estime, ça crée des frustrations. Dans des cas, on ne cachera pas, la santé mentale est affectée. On sait très bien que la santé mentale, c'est un sujet tabou, mais encore plus dans les communautés racisées, en tout cas dans les communautés noires, on a beaucoup de difficultés d'en parler de la santé mentale, mais il y a des études qui démontrent que le racisme a un impact sur la santé mentale. Donc, ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression. Donc, les effets sont néfastes. Donc, il faut avoir vraiment la coin dure, comme j'aime souvent dire, quand on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. Donc, ça a pris 400 ans d'esclavage. On a pris des coups de fouet. Puis, je pense que la coin dure, on l'a développée, mais c'est encore là. On voit encore des séquelles. Et c'est pour ça que je suis toujours admirative devant ces femmes, par exemple, racisées, qui réussissent à fracasser des plafonds de verre parce que je sais d'où elles viennent. Et j'en apprends chaque jour, même moi-même en tant que personne racisée. Je fais la rencontre de femmes noires qui sont femmes, noires, musulmanes, membres des communautés LGBTQ. Je suis comme, my God, je vais arrêter de me plaindre. Dernièrement, une autre femme noire et autochtone, c'est une afro-autochtone. Je me dis, bon, toi, t'as le top du top, tu vois. Donc, j'en apprends encore. Mais, et je pense qu'on fait face maintenant à où on doit apprendre à jongler avec toute cette belle diversité-là et s'assurer justement, quand tu parlais d'environnement toxique, Noah, comment favoriser l'inclusion de ces personnes-là au sein de l'entreprise ou bien dans l'écosystème. Comment, puis des fois c'est très simple, hein? C'est des conversations, c'est apprendre à les connaître, les côtoyer. Tu sais, on ne sait pas comment on va faire quand il y a une femme dans l'équipe. J'imagine que ces hommes-là aussi ont des femmes dans leur entourage, dans leur famille, leur mère. Alors, c'est quoi la différence maintenant dans un milieu de travail? Donc, même chose aussi, j'entends encore des commentaires en tant que personne noire. « Ah, t'es souriante pour une personne noire. » Ou « T'es cool, t'es pas comme les autres. » Tu sais, des blagues comme ça. Je suis comme... c'est pas drôle. Mais on entend encore ces choses-là. Tu arrives à la cafétéria, tu arrives avec un plat, les gens regardent. Ah, ça sent drôle, c'est quoi ça exactement? Des fois, c'est intéressant, la personne veut connaître, mais des fois aussi, à la fin, on appelle ça des micro-agressions, ça devient fatigant parce que c'est toute chose est questionnée ou bien interrogée. Donc, il y a un travail à faire. Puis je pense, en tout cas, selon moi, on est sur la bonne voie. Il y a une ouverture ici au Québec. On veut avancer. Puis le fait qu'on en parle de plus en plus à travers les panels, les conférences que je participe, et ce que je trouve merveilleux, c'est de voir que les panels sont de plus en plus diversifiés. Donc, on ose inviter d'autres personnes à la table pour aborder des sujets, puis des fois pas nécessairement des sujets reliés à la diversité ou au racisme. Tu sais, on aurait pu avoir une table sur les STEM, puis avoir une femme noire, puis parler des STEM ou bien la présence des femmes en technologie, mais d'avoir un panel diversifié, je pense que ça ajoute à la conversation, puis ça fait pousser la réflexion. Merci Dorothy. On a pas mal d'étudiants et étudiantes qui nous écoutent, puis j'aimerais peut-être qu'on essaye de leur apporter des solutions ou des pistes de solutions. On parle des modèles, de l'importance d'avoir des modèles pour pouvoir se comparer, puis se comparer de la bonne façon, puis se projeter dans ses carrières. Dorothy, toi, tu as cofondé un organisme et toi, Caroline, tu es très impliquée auprès des ailes de la construction, qui est, elle, E2L ES de la construction. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, puis en quoi un tel organisme est nécessaire finalement dans le domaine de la construction? Oui, ça a été fondé par Isabelle Perron, ça fait un bon petit bout, 7-8 ans. Puis, j'ai tout de suite embarqué quand on m'a proposé un poste sur le conseil d'administration. J'ai tout de suite embarqué parce que je trouvais ça important qu'on prenne conscience que la vie dans le bureau, là, c'est pas la même affaire pour une femme que la vie sur le chantier. Il y a beaucoup de femmes qui décident d'aller sur
travaillait dans le domaine de la construction directement sur le chantier, puis on voyait les problématiques étaient beaucoup plus grandes à ce niveau-là. Et Isabelle, quand elle a créé les ailes de la construction, son but, c'était que les femmes ne se sentent pas seules, de briser le fait d'être seules. Des fois, sur un chantier, les femmes étaient seules. C'est fun, en 7-8 ans, on a vu une augmentation du nombre de femmes sur les chantiers. Puis il y en a beaucoup qui vivaient de l'intimidation et toutes sortes de choses comme ça. Donc, je trouve ça hyper important que les femmes, puis surtout les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui pourraient être intéressés par cet organisme-là. Donc, je les invite à aller voir le site Internet. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des 5 à 7 justement pour briser l'isolement. Et il y a un volet aussi pour les femmes immigrantes. C'est vraiment bien. Les femmes immigrantes sont marrainées pour justement avoir accès au marché du travail ou avoir de la formation ou être référées à des groupes pour pouvoir les aider pour faciliter leur entrée là, sur le marché du travail. Donc, allez voir ELLES de la construction. Briser l'isolement, mais en même temps pouvoir apprendre des choses puis réseauter. Toi, Jennifer, tu suggères downloader l'application Meetup et d'y aller, c'est ça? Ah oui, écoutez, il y a tellement de groupes qui sont, surtout à Montréal, au Québec, on a tellement de groupes formidables. Surtout, moi, ce que je dirais aux femmes qui s'intéressent à la technologie ou qui s'intéressent à des domaines qu'ils ne connaissent pas très bien, joignez des groupes, même allez juste en tant qu'une fois, 2 fois, pas besoin de devenir membre, mais vous pouvez participer à des événements. Puis c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai trouvé ma passion. Écoute, je me suis pas, tu sais, à 5 ans, je me disais pas, oh my God, la logistique portuaire, c'est pour moi, j'adore ça, c'est ce que je vais faire toute ma vie. Mais non, moi, j'ai étudié dans le domaine, en fait, j'ai fait une maîtrise dans le département de sociologie. Et j'ai fait, sociologie, et j'ai fait un focus en statistique. Et j'ai travaillé pour en fait, Ipsos, c'est une compagnie qui fait des recherches de marché côté commercial, pour les publicités. J'ai détesté ça. J'ai tout de suite détesté ça. Je m'en fous totalement des publicités. Je me suis dit, my God, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et après ça, j'ai tombé par hasard dans le transport maritime à cause d'une amie à moi. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais considéré ça. C'est exactement ce que j'aime. C'est l'organisation, l'optimisation, les statistiques, les indicateurs de performance. C'est tout ce que j'aime. C'est une vraie fille nerd en maths. Alors, je me suis dit, c'est formidable, mais j'aurais jamais, jamais de ma vie considéré ça si ce n'était pas quelqu'un qui m'a dit, écoute, je pense que tu vas aimer ça. Alors, moi, c'est vraiment ce que j'aime faire pour les autres femmes. Je leur dis, écoutez, là, fermez jamais des portes dans la vie. OK? Jamais, jamais, jamais. On ne le sait pas, sa passion. Surtout quand on est jeune. Il faut essayer toutes sortes de choses pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Regarde, Caroline, elle travaille dans une industrie extrêmement masculine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent « Ah, moi, j'allais en construction. Hein? » C'est rare. C'est la même chose en transport maritime. Il faut l'essayer. Prenez des stages, prenez toutes sortes de possibilités pour trouver sa passion. Puis les meet-ups, c'est une manière de le faire. Il y a des groupes. Écoutez, s'il y a du monde ici qui s'intéresse au transport maritime, il y a un groupe qui s'appelle WISTA, c'est Women International Shipping and Trading Association, puis il encourage beaucoup les jeunes femmes à venir dans le marché. Alors, je pourrais peut-être mettre le lien dans les messages, mais écoute, il y a toutes sortes de possibilités. Il faut participer, hein? Il faut toujours participer à toutes sortes de choses. Dorothy, mettons que moi aussi, je veux participer, puis je veux approcher des gens, mais je suis timide, puis je ne sais pas comment on les approche. Comment je fais ça? Est-ce que tu as des conseils pour se déjeuner ou est-ce que je leur écris sur LinkedIn? Est-ce que je les aborde dans un 5 à 7? Ah oui, ben, on peut commencer par LinkedIn, c'est sûr et certain. On peut... tu sais, c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort. Hein? Et même moi, là, il y en a qui me pensent que je suis habituée sur la scène, que je ne suis jamais stressée. C'est faux. Je stresse autant. Mais à un moment donné, il faut se donner un petit coup de pied aussi dans le derrière. Donc, il faut tenter le coup. Puis, j'aime beaucoup les suggestions qui ont été proposées de rejoindre les groupes. Sur Facebook, il y a plein de groupes. Là, maintenant, là, je pense que c'est encore plus facile parce qu'on est en mode virtuel. Donc,
en tout cas, il y a moins de gêne d'échanger en ligne ou via un Zoom avec les gens, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Puis moi, je dis souvent aussi que pour moi, certains livres, ce sont mes plus proches conseillers. Puis s'il y a un livre que je peux vous conseiller, c'est Trembler mais oser de Suzanne Jeffers, qui justement parle de cette peur-là qui nous paralyse tous à différents moments de nos vies, que ce soit dans nos vies professionnelles que personnelles. Donc, elle nous donne des outils comment briser la glace et c'est d'y aller graduellement, hein, comme dans n'importe quoi. Une fois qu'on commence à faire le premier pas, à faire le premier pas pour faire le saut, bien, plus on en fait, plus on gagne une certaine confiance. On fait confiance à nos outils, à ce qu'on est capable d'apporter. Puis soyez toujours authentique, parce que faire semblant, bien essayer d'imiter quelqu'un, ça ne marchera pas, là. Donc, les gens vont vous aimer pour qui vous êtes, si vous êtes naturellement. Une personne qui est réceptive, qui veut vous aider, là, va tout de suite ressentir. Puis même si vous êtes un peu maladroit au début, elle va comprendre. Parce que moi, je dis toujours que la personne aussi a été à votre position un jour dans sa vie. Donc, il ne faut pas gêner. Puis, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Un non, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, moi, j'aime beaucoup m'inspirer des différents parcours, que ce soit dans le milieu sportif ou bien artistique. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle encore? La Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Combien de fois qu'elle a été refusée avant que son livre soit accepté? Alors, moi, j'adore les histoires à succès, là, ils ont tellement reçu de non. Puis après ça a été un boom. Alors, je pense qu'au contraire, ça forge notre personnalité. Donc, oser. Trembler, mais oser. C'est un petit livre que je vous suggère. Merci, Dorothée. Fait on parle là de ce que les individus, les personnes qui veulent prendre leur place peuvent faire. Puis là, j'aimerais qu'on aborde plus du côté des employeurs, des entreprises. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour attirer cette main-d'œuvre-là et puis surtout la retenir puis créer des environnements inclusifs. Noah, je voudrais t'entendre là-dessus, s'il te plaît, parce que chez Arch Innovation, vous avez des initiatives quand même intéressantes. Oui, merci. Alors, chez Arch, nous avons décidé de repenser l'organigramme de l'entreprise. Chez nous, on travaille beaucoup dans le développement des écosystèmes, dans l'innovation ouverte. Alors, notre intérêt, c'est de vraiment développer un organisme décentralisé qui utilise un concept d'autonomie structurée. Et là-dedans, nous mettons beaucoup dans la formation de nos employés. On embauche et pour éviter que les gens se divisent dans des silos dans différents départements, nous avons décidé de juste créer 3 paliers de fonctions chez Arch. Et tout le monde est formé dans différentes hard skills comme le graphisme, comment gérer un site web, comment rédiger un rapport stratégique. Et aussi, tout le monde rentre chez Arch comme coordinateur ou coordinatrice au même niveau, et nous avons mis les salaires de tout le monde disponibles d'une façon très transparente. Alors, tout le monde sait que tout le monde arrive au même niveau, et automatiquement, après 1 an chez Arch, si vous avez survécu, vous devenez automatiquement un gestionnaire de projet. Alors, votre parcours est prédestiné. Qui m'empêche d'avoir besoin de décider à qui donner une promotion, qui m'empêche d'avoir besoin de décider c'est en qui mes favoris. Tout le monde va avoir exactement la même expérience. Et après ça, la prochaine étape, c'est d'aller vers la contrôle de qualité, qui est vraiment plus dans le leadership de l'entreprise. Alors, en faisant ça, on était capable de vraiment créer un environnement plus équitable où tout le monde avait besoin de participer dans tous les différents projets. Et il y a une certaine autonomie où chaque personne devient le leader de sa propre projet, qui la permet de vraiment avoir cette autonomie de travailler sur des mandats intéressants, mais aussi de faire appel à ses collègues quand on a besoin de l'aide. Alors, on avait vu juste avec ça, ça a créé une autre dynamique qui est beaucoup appréciée. Et ça fonctionne bien comme petite entreprise, mais on va tenter de voir si ça continue comme ça, qu'on va agrandir un peu.
Merci. Il nous reste un peu moins de 10 minutes ou même un peu plus. Là, s'il y a plein de questions qui arrivent, on va les prendre autant que possible. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. Transparence des salaires, c'est vraiment audacieux. Hein. Il y a peu d'entreprises qui osent faire ça. Je suis très admirative. Caroline, est-ce que toi, tu vois dans le domaine de la construction des initiatives qui pourraient favoriser la place des femmes? Oui, ben pour les chantiers de construction, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est difficile pour les femmes, des fois, d'arriver au chantier à 6 heures le matin, faire du 6 à 2h15. C'est difficile parce qu'avec les enfants, si le mari travaille dans la construction aussi, on ne peut pas gérer le matin. Puis j'ai commencé à remarquer que certaines entreprises ont commencé à ouvrir les heures de chantier. Donc, tu peux arriver entre 6h et 8h30, puis quitter plus tard si tu as commencé. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, si une femme se présente chez nous puis qui veut avoir le poste de surintendant de chantier et qui a 2 enfants qui ont besoin de leurs parents le matin, puis que la femme doit rester à la maison parce qu'ils ont séparé les choses comme ça à la maison, nous, on va être ouverts à ajuster le chantier. Naturellement, bon, il va falloir tout ajuster avec tous les surintendants, mais il n'y a rien d'impossible. Il faut juste essayer des nouvelles choses. En France, les heures de chantier ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, je pense que c'est juste une habitude ici que les gens ont décidé de commencer à 6 heures, mais ça ne s'applique pas aux femmes ou aux hommes, parce qu'il y a maintenant des hommes monoparentales qui, à 6 heures le matin, ça ne fonctionne pas. Il faut être ouvert. Je pense qu'il faut commencer à penser à des solutions et de ne pas rester dans le pattern de « on a toujours fait ça de même, il faut continuer à le faire comme ça ». Donc, j'invite les gens, quand ils travaillent à quelque part, d'ouvrir la discussion sur des choses qui peuvent se faire différemment. Il n'y a pas d'autres flashs qui me viennent immédiatement, mais c'est ça, je pense que pour évoluer, il faut en parler. Puis, en mettant sur table les choses qui sont difficiles ou impossibles pour certaines réalités familiales, des fois, on trouve des belles solutions qu'on n'aurait jamais pensées avant. Je pense qu'il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Dorothy, la pensée de « on a toujours fait comme ça, alors on va continuer à le faire », ça c'est l'ennemi total de la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce que tu verrais comme type de solution qu'on pourrait suggérer ou peut-être que tu as déjà constaté même auprès des entreprises pour tendre vers plus d'inclusion? Déjà là, moi, je dis toujours, faites d'abord l'exercice d'observer qui est autour de la table, qui fait partie des employés. Est-ce qu'on a des employés issus de la diversité? Parfait. À quel niveau ils sont situés? Au niveau de l'échelon, la hiérarchie, l'organigramme. Est-ce qu'on favorise toujours un même groupe? Est-ce que peut-être ça serait intéressant de les impliquer à des concertations au niveau avec des comités qu'on organise au sein de l'entreprise? Donc, je pense qu'il faut tendre la perche aussi aux entrepreneurs, en fait, pas aux entrepreneurs, mais aux employés racisés qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Puis si ce n'est pas le cas, si on voit que tout le monde se ressemble, qu'il y a une politique claire qui part d'en haut pour qu'on puisse regarder au niveau de l'embauche, qu'est-ce qui peut être fait? Et l'équipe qui fait partie de l'embauche est composée de qui? Parce qu'on parlait rapidement, je ne me rappelle plus qui a parlé de ça, mais les biais inconscients existent. Donc, si on a les gens qui se ressemblent autour de la table et qui s'occupent du recrutement, on va continuer d'avoir les mêmes biais inconscients. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'applaudissais ce que Caroline disait, c'est questionner nos pratiques et ne pas avoir peur de faire des changements pour avoir des résultats. À un moment donné, si on voit, là, il y a une phrase là, en anglais, peut-être Noah pourra m'aider, là. Doing things, insanity, on ne rappelle plus, là, mais... insanity is doing things over and over again, expecting a different result. Exactement, exactement. Donc, on répète toujours les mêmes choses, mais on va avoir les mêmes résultats. Donc, non, je comprends très bien ce que dit Caroline et oui, avec ma mission qui est vraiment de s'assurer qu'il y a une plus grande inclusion, une plus belle diversité dans l'entrepreneuriat, ben oui, il faut regarder
au niveau de l'embauche, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous ouvrez les portes au niveau des stages, est-ce encore une fois, on accueille toujours le même profil? Parce que ça arrive, des étudiants racisés ont la difficulté de trouver un stage. Pourquoi? Donc, il faut maintenant prendre conscience de ça, puis ça part de la direction pour que ça s'applique dans toutes les autres sphères de l'entreprise. Tu parlais d'inviter des personnes racisées dans les groupes, dans les communautés, etc., au sein de l'entreprise. Et faire attention aussi, je rajoute, à pas mettre la charge de la sous-représentation des femmes sur les épaules des femmes, en fait. C'est pas un enjeu qu'elles devraient seulement porter. Et là, j'en viens à donc, alors qu'est-ce que doivent faire les hommes? C'est quoi leur place? Et on constate parfois que quand on a ce genre de conversation sur la sous-représentation des femmes, sur la place des femmes, là, les hommes ne savent plus trop quel rôle jouer, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Puis là, j'aimerais envoyer cette question à vous quatre. Peut-être laissons répondre un homme, hein? Noah sourit, mais je ne sais pas s'il va être content de répondre à ça. Ben oui, en fait. Je pense que le clé numéro 1, c'est d'être à l'écoute et de ne pas être offensé quand on est, pas rapproché, c'est pas le bon mot, mais quand quelqu'un nous dit que quelque chose qu'on s'est dit les avait offensés. C'est vrai, je pense que souvent il y a des vrais vilains dans cette histoire, vraiment des personnes horribles. Ça existe dans le monde, on ne va pas parler de Harvey Weinstein, mais il y a cet homme dans le monde. Je pense que la grande majorité d'hommes sont plus juste brainwashed par les médias et on a cette regard sur le monde. Et c'est très inconscient, notre biais. On ne le sait même pas et des fois, on dit des choses, des blagues, des petites choses et on n'est pas conscient que ça peut déranger. Et l'erreur, c'est que quand quelqu'un nous informe, on devient défensif. On essaie de défendre notre position. On vient d'offendre quelqu'un, s'excusez-toi et dire, regarde, si ça vous offende, explique-moi comment adapter. Et je pense que beaucoup d'hommes veulent apprendre. Il y a très peu d'environnements sécures où on peut passer ce message aux hommes, de les faire apprendre comment changer leur façon de penser. Mais je pense, numéro 1, nous devrions être à l'écoute et d'accepter quand quelqu'un nous dit quelque chose de la fond, d'adapter notre comportement en réplique. Puis, si tu me permets, là, Chloé, moi, il y a deux choses que j'entends quand Noah parle aussi. Il y a deux concepts. Il y a le mansplaining et white-splaining, dans le sens que, justement, comme il expliquait, quand une femme va expliquer certaines choses, l'homme va réexpliquer, mais avec une vision masculine. Ou bien, quand c'est une femme blanche, en fait, une femme noire ou bien un homme noir qui va parler de quelque chose, et puis, bon, on va tendance à blanchir le propos ou à minimiser le propos comme rien. Encore là, tu parles toujours des Noirs, tu parles toujours du racisme, tu ne vois que ça. Donc, et on ne réalise pas qu'en ayant cette attitude-là, la personne qui prend le temps de s'exprimer va se refermer. Donc, on n'aide pas la solution. Donc, la première chose qu'on souhaite, c'est d'être écouté. Et j'ai beaucoup aimé ça quand tu as dit ça, Noah. C'est vraiment ça, d'être écouté et d'être cru aussi, tu sais, qu'on comprend ce qu'on nous dit. C'est un peu, je fais le parallèle avec le mouvement MeToo. Beaucoup de femmes parlaient de ce qu'elles ont vécu, mais on ne les croyait pas. Donc, aujourd'hui, avec ce mouvement-là, on prend le temps de les écouter et on leur donne cette crédibilité-là. On croit en leur histoire. On va prendre des mesures pour essayer d'enquêter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va entendre les parties concernées. Donc, je pense qu'on devrait agir de la même manière aussi pour ce qui est des personnes racisées. Puis quand je parle des personnes racisées, en passant, s'il y a des Autochtones sur la place, là, je pense aussi, j'oublie toujours de le mentionner, mais je pense aux personnes racisées et surtout et avant tout aux personnes autochtones. Merci Dorothy. Caroline, Jennifer, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, j'allais dire, un avantage pour une compagnie, c'est aussi de s'ajuster
pour des personnes qui sont monoparentales. Je sais que Caroline t'en a parlé. Une des choses qu'on a trouvées dans la compagnie, ça c'était avant le COVID, c'est d'offrir aux personnes monoparentales ou même pas, des personnes qui ont des enfants qui ne sont pas à l'école, par exemple, d'apporter les enfants avec eux au bureau. Et on a commencé à offrir des mini-cours de Python pour les jeunes, donc du coding pour les enfants. Alors, on a commencé à mettre ça en place, puis on a aussi des petits jeux, c'est littéralement des jeux d'apprentissage. Si je fais ça, ça résulte à ça. Alors, ça fait, c'est juste la logique, commencer à comprendre la logique en arrière du coding pour les encourager à, si ça les intéresse, bien sûr, on ne les force pas, hein, si ça les intéresse, à continuer à apprendre un peu plus de coding. Alors ça, c'est quelque chose qu'on offre, on offrait au début, là, avant COVID, puis j'aimerais continuer à offrir ça une fois qu'on retourne au bureau aussi. Alors, amener les enfants à la job, on leur fait un petit endroit où est-ce qu'ils peuvent jouer, être proches de maman ou papa, puis ils peuvent apprendre aussi s'ils veulent. Alors, c'est vraiment des petites choses comme ça, puis ça l'aide beaucoup, beaucoup les parents. Puis c'est plaisant aussi d'avoir des jeunes au travail. Et puis éventuellement, tu pourras les recruter pour ton entreprise. Ou quelqu'un. L'important, c'est de redonner à la communauté aussi. Bien sûr. On arrive à la fin, mais on l'a même dépassé. Il est 12h05. Oh, un dernier commentaire peut-être? Merci pour les bons mots, pour l'excellente discussion. Merci à toutes et à tous d'être venus nous écouter. Vous étiez, je crois, 55 au pic à un moment, j'ai vu ça. Merci également aux panélistes. Je vous vois dans l'ordre: Noah Redler, Caroline Laberge, Dorothy Rowe et Jennifer Evans. Vos partages étaient très appréciés. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Et merci à toi, Chloé, pour l'animation. Vraiment. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.